Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Donc, moi, je m'appelle Grigory Weipman. Je suis juriste russe et je voudrais vous présenter aujourd'hui notre projet juridique 100 jours après Poutine. 100 jours après Poutine, c'est des mesures immédiates à la restauration de la paix, de l'ordre constitutionnel et de la démocratie, et pour mettre fin à cet arbitraire que nous connaissons en Russie aujourd'hui. Donc ce projet a été développé et est toujours développé par tout un panel d'experts de Mémorial. Donc Nikolai Bobrinsky, par exemple, est présent aujourd'hui ici. C'est un juriste russe également. Donc ce projet est quasiment prêt. Nous allons le publier très prochainement et nous continuons pour l'instant de discuter des détails. C'est quelque chose qui est déjà quasiment prêt, mais qui n'a pas encore vu sa forme finale. Donc, moi, je vais vous présenter une sorte de teaser de ce projet ce soir et nous serons contents d'avoir votre retour sur ce projet. Donc, je vais vous présenter la conception générale. La conception générale, c'est trois thèses que je peux vous présenter. Donc, tout d'abord, nous pensons que pour modéliser, il faut déjà commencer à modéliser ce futur d'après Poutine, même si nous ne voyons pas encore cette lumière au bout du tunnel pour l'instant. Il y a toujours la guerre qui continue, Poutine est toujours au pouvoir. Nous considérons qu'il faut déjà travailler sur des projets de l'avenir parce que nous ne savons pas quand ces changements vont arriver. Donc, si l'on revient par exemple au début des années 80, il y avait une guerre aussi en Afghanistan. Il y avait des dissidents qui étaient emprisonnés ou qui étaient forcés à l'exil. Et le système paraissait éternel. Au bout d'un moment, un jour, ce système s'est effondré. Donc, comme disait Andrei Yurchak, c'était pour toujours jusqu'au jour où ça s'est effondré. Et quand nous ne savons pas quand ces changements vont arriver et dans quelle direction ça va aller. Donc, peut-être qu'une partie de nos propositions seront réalisées ou rien ne sera réalisé du tout. Mais en tout cas, nous, la société civile russe, devons avoir un agenda préparé pour ce jour X et personne ne peut le faire à notre place. La deuxième question, pourquoi 100 jours? 100 jours, c'est la période avant les premières élections libres. Donc, d'après la législation russe, après la fin du mandat anticipé du président actuel, nous avons 100 jours pour organiser les élections et ensuite 10 jours pour comptabiliser les résultats. Donc, bien sûr, ce délai peut changer en fonction du modèle que nous choisissons pour la transition, mais nous avons choisi ce chiffre voilà, pour présenter ou pour nommer ce projet, mais ce n'est pas ce chiffre en soi qui est important, mais en tout cas, nous parlons ici des premiers jours, disons, de cette période de transition, et ce sera bien sûr une période très trouble, peu importe les circonstances dans lesquelles le mandat de Poutine prend fin. Aujourd'hui, on parle souvent de cette Russie, belle Russie du futur, une Russie normale du futur. Pour nous, c'est pas tellement une question de comment on va y arriver. Euh, nous parlons du pas d'avant. Donc, comment, à partir du point où Poutine n'est plus président, comment nous pouvons commencer à bâtir cette nouvelle Russie. Donc, ce serait naïf de dire que la Russie normale ou belle se matérialisera par miracle le premier jour où Poutine n'est plus au pouvoir. Donc, nous devrons défendre notre patrie des partisans de la dictature. Nous devrons défendre la société civile. Donc, tout cela nécessitera des réformes et bien sûr, tout gouvernement transitionnel est toujours en manque de légitimité pour mener ces réformes. Et en même temps, nous savons que cette fenêtre de possibilité
souvent est très courte et très étroite. Donc là, si nous parlons des 30 dernières années, nous avons vu que cette fenêtre n'a duré que 4 mois, de la fin du putsch jusqu'à janvier 92. Donc c'est en 92 que les réformes ont commencé et c'est là que le soutien à ces nouvelles réformes a vraiment baissé. Donc nous aurons très très peu de temps et c'est pour cela que nous avons choisi de comptabiliser cette période en jours. Et pour ces 100 jours, nous considérons que c'est très important dès à présent de savoir ce que nous devrons faire et comment nous devrons le faire. Il faudra des conceptions générales, mais il faut aussi des mesures très concrètes jusqu'au décret, projet de loi concrète, parce que ce jour X viendra et nous n'aurons pas le temps de le développer pendant ce temps-là. Et troisième point général, c'est que cette transition ne doit pas être arbitraire. Nous ne devons pas être comparables au régime actuel. Donc, la fin ne justifie pas les moyens en aucun cas. Donc, nous devons toujours nous plier au droit. Et donc, il faudra démonter ce système antidémocratique et répressif pour nettoyer, disons, le système du pouvoir et en même temps rester dans le cadre du droit et de la démocratie. Donc voilà ces trois thèses principales. Il faut y penser dès à présent. 100 jours, c'est la période la plus importante et très courte. Et nous devons formuler des propositions qui resteront dans le cadre du droit. Et maintenant, j'aimerais vous parler des trois composantes principales de notre projet. Donc, tout d'abord, c'est la démocratisation, c'est la justice transitionnelle et la paix. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la démocratie, la démocratisation, comme je le disais, 100 jours, c'est une période pour que nous organisions les premières élections libres. Alors, quelles sont ces élections? Par défaut, donc, nous considérons que ce seront des élections présidentielles, mais on peut tout à fait imaginer de se poser une question plus large. La société russe traverse une catastrophe aujourd'hui et l'éclatement de ces institutions étatiques est évident. Et il est très probable que ce jour X, nous n'aurons plus la possibilité de poser la question autrement. Et peut-être qu'il faudra justement se poser cette question, comment réformer cette société et cet État. Donc, dans ce cas-là, il faudra réunir une assemblée constitutionnelle et les documents que nous avons préparés dans le cadre de notre paquet de solutions, nous proposons également une réforme constitutionnelle qui peut aboutir à des élections à cette assemblée constitutionnelle. Donc, d'après la Constitution, euh, on peut le faire si 80% des deux chambres du Parlement russe votent pour. Et ensuite, la Constitution nous dit qu'il y a une procédure qui régit donc, cette Assemblée constitutionnelle. Depuis 1993, il n'y a pas eu de loi qui soit adoptée pour encadrer cette procédure. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de loi sur cette Assemblée constitutionnelle. Mais peu importe le type d'élection, nous proposons euh, une libéralisation maximale des lois électorales. Donc, il faut déjà lever toutes les limites sur le droit électoral passif qui est instauré aujourd'hui pour des milliers de personnes en Russie. Il faut restaurer les partis qui ont été liquidés. Et il faut élargir la possibilité de se présenter pour des personnes, pour des partis, pour des candidats indépendants, pour des mouvements, pour des organisations non gouvernementales.
Euh, et nous avons beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne sont pas du tout représentés par les partis existants. Donc ces électeurs pourraient s'organiser via d'autres formes de mouvements, d'organisations. Et bien sûr, il faut porter une attention particulière aux procédures d'élection. Donc, en ce qui concerne le vote électronique, par exemple, ou le vote pendant plusieurs jours, qui se passe en dehors des bureaux de vote. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. Ensuite, en ce qui concerne la justice transitionnelle, il y a plusieurs composantes aussi. Donc, c'est tout d'abord la liquidation de la base législative de la terreur et de la censure d'État. Donc là, nous parlons d'une sanitisation de la législation dont parlent certains de nos collègues. Et nous proposons ici de annuler 5 lois et de proposer 66 nouvelles lois. C'est tout ce qui concerne la censure administrative, la liberté de réunion, les lois sur les agents de l'étranger ou sur les organisations indésirables et d'autres lois, d'autres cas. Mais ce n'est pas tout. Donc il ne faudra pas seulement annuler ces lois-là, il faudra d'autres mesures de justice transitionnelle. Donc, il s'agit de restitution des droits des victimes de la terreur d'État, donc toutes les victimes du régime actuel. Donc nous parlons de la terreur, nous ne parlons pas de répression, parce que les répressions, c'est un euphémisme qui est utilisé par le KGB, pour le KGB, pour le FSB aujourd'hui. Nous parlons ouvertement de la terreur d'État, parce que c'est ce que c'est. Et donc, ici, notre idée, c'est qu'il est nécessaire de élargir cette notion. Donc, nous ne parlons pas uniquement des prisonniers politiques, des procédures pénales et des procédures administratives. Nous parlons également, dans ces lois, tout autre type de terreur d'État. Donc, ce sont des procédures au civil contre les organisateurs des manifestations. C'est les cas de liquidation des organisations, des associations. C'est les blocages de sites web, par exemple. Donc, toutes ces victimes doivent avoir un dédommagement et pas des compensations symboliques comme ça a été le cas dans les années 90. Il faut effectivement prévoir un dédommagement pour des milliers de millions de personnes. Aujourd'hui, nous parlons d'un cercle de victimes plus restreint, mais nous voyons ce qui se passe sous nos yeux et ces victimes sont toujours là et nous considérons qu'il n'y a aucun problème à comptabiliser ces dommages et à leur accorder un dédommagement. Ensuite, la procédure de restitution des droits doit être très simple, donc ça doit être très rapide. Et comment nous voyons ce processus? Alors, cela dépendra des scénarios de la terreur d'État que nous voyons. Donc, la première chose, c'est une liste d'articles de lois politiques, donc par exemple sur les fake news sur l'armée ou la loi sur les agents de l'étranger. Ça, automatiquement, c'est de la terreur de l'État. Et nous proposons de restituer les droits à ces personnes automatiquement, donc sans recourir à la justice. Ça sera une commission indépendante avec des personnes, des experts qui participeront à ces travaux. Donc, tout comme après l'époque soviétique, cela a été fait donc pour restituer les droits des victimes de la répression. Il faudra restituer ces droits aux personnes qui ont été victimes de la terreur du régime actuel. Donc, par exemple, si vous avez été nommé agent de l'étranger ou si vous avez été arrêté pour des raisons politiques, vous devrez voir vos droits restitués automatiquement. Ensuite, il y a des lois que nous ne pourrons pas peut-être supprimer automatiquement, ou alors des personnes qui ont été poursuivies pour des cas de ce qu'on a considéré comme extrémisme.
Donc, et il y a des mesures que l'État a prises contre ces personnes. Là, la commission va porter ces cas devant la justice et nous proposons de créer des commissions spéciales de juges, des magistrats qui vont statuer sur chaque cas. Ensuite, la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont été persécutées en vertu des lois non politiques, mais qui ont été persécutées pour des motivations politiques. Donc, par exemple, pour des crimes économiques. Donc ces personnes-là, pour ces personnes-là, il faut réexaminer leur cas. Et ensuite, la troisième composante, c'est la restauration de la confiance envers la justice et les forces de l'ordre. Donc là, nous pouvons parler des lustrations. Dans le monde, ça a été fait de différentes manières, dans différents pays. Nous, ce que nous proposons, c'est des illustrations ciblées d'après les pratiques de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça doit être individualisé, personnalisé. Nous ne pouvons pas lustrer des personnes en masse pour leur appartenance à un groupe ou à une organisation. Donc, nous proposons une illustration sur la base au cas par cas, donc sur la base de ce que chaque personne a fait et interdire à ces personnes-là d'occuper des postes dans les forces de l'ordre. Donc, ce sont des positions, par exemple, dans le FSB ou dans le Centre contre l'extrémisme du ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont des organes qui sont anticonstitutionnels, qui sont en fait euh, qui mènent un travail de terreur. Et le dernier point, c'est la paix. Et là, bien sûr, il y a beaucoup d'initiatives qui, qui visent à traduire l'État russe en justice. Donc, ce sont des mesures qui sont prises par le gouvernement ukrainien et par la communauté internationale. Donc là, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit. Je vais parler de deux outils qui nous paraissent très importants. Donc le tribunal pour juger l'acte d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et il y a déjà des soutiens à cette initiative ukrainienne qui se prononce. Et le deuxième dispositif, c'est une commission de dédommagement. Donc, si et quand nous aurons des négociations sur la paix, sur la base d'un accord entre la Russie et l'Ukraine, nous pourrions créer une commission internationale qui pourrait examiner des demandes de dédommagement des dégâts causés par la guerre. Donc, il y a déjà eu des exemples comme ça. Donc, la Commission internationale de l'ONU, par exemple, qui a été créée après l'invasion de l'Irak à Koweït. Donc, cette commission a travaillé pendant 30 ans et elle a examiné des cas pour plus de 350 milliards d'euros. Donc, c'était des cas de personnes physiques et morales. Donc, nous pensons que ça pourrait être une bonne initiative. Donc, il y a déjà un registre qui est tenu par le Conseil de l'Europe. Donc, les Ukrainiens peuvent y envoyer des informations pour déclarer le dommage causé. Et bien sûr, il faudra avoir un mécanisme, un dispositif pour dédommager ces personnes. Donc, ça pourrait être une option. Donc voilà, c'est un agenda très large. Et il n'y a pas de solution facile. Donc bien sûr, nous sommes contents d'avoir une discussion autour de ce projet maintenant ou après sa publication. Merci beaucoup. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Мы начинаем... Bonsoir à tous. Nous commençons donc notre discussion 100 jours après Poutine.
Merci d'être venu ce soir et merci de nous suivre en direct, en ligne. Avant de vous introduire nos intervenants, j'aimerais dire quelques mots sur notre sujet de ce soir. J'ai fait une petite présentation. 100 jours après Poutine, ça sonne très optimiste. Cela sous-entend que la fin du régime poutinien, c'est quelque chose à ce qu'on peut déjà se préparer dès aujourd'hui. Mais bien évidemment, personne ne sait et ne peut savoir quand cette fin de l'époque poutinienne arrivera. Je peux dire une seule chose, et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Ce jour viendra plus rapidement si l'Ukraine gagne dans cette guerre. La victoire de l'Ukraine, c'est la première condition de changement en Russie. Notre première tâche, c'est d'aider les Ukrainiens et l'Ukraine. Notre discussion d'aujourd'hui est très large, mais le titre complet, comme vous l'avez déjà compris, est plus précis. Nous allons parler du projet juridique 100 jours après Poutine. Et je remercie Grégory pour son intervention. Nous avons 4 intervenants. Ekaterina Shulman, politologue, Grigory Vaipan, juriste, Mikhail Lobanov, militant syndical. Alors, est-ce que c'est correct? D'accord. Et Mikhail Dobrinsky, Nikolai Dobrinsky, qui vient de nous rejoindre. C'est un juriste également. Tous nos intervenants habitent aujourd'hui en dehors de la Russie. Donc, tous les intervenants ont des points de vue, des approches et des expériences différents. Mais c'est bien qu'ils aient des points de vue différents. Car même ça ne représente pas toutes les opinions démocratiques, je veux dire, au sujet de notre discussion. Par exemple, il n'y a pas de représentants des minorités ethniques ou nationales en Russie, alors que la Russie est un pays très divers. J'aimerais souligner également que tous nos intervenants ont fait leur carrière ou bien ont fait leurs études à Moscou et à l'époque de Poutine également. Bien sûr, la capitale, c'est un endroit très important pour un pays, mais la capitale ne reflète pas toujours les réalités de tout le pays. Parmi nos intervenants, et j'aimerais le souligner également, il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas la nationalité russe. Donc, on ne peut pas exclure que le fait qu'on veuille voir un avenir démocratique de la Russie, cet avenir peut aussi être formé par les personnes qui ne sont pas citoyens russes. Un défenseur de droits humains russe m'a dit récemment la chose suivante. Quand le temps viendra, les sanctions internationales contre la Russie doivent être annulées, mais progressivement, et uniquement dans le cas où il y a des pas concrets entrepris dans notre pays, au sein de la Russie, donc de caractère démocratique. Et la dernière chose, quand vous grandissez ou vous faites votre carrière dans la Russie de Poutine, peut-être vous ne vous prononcez pas tout de suite contre le régime. Chez Memorial, tout le monde, dès le départ, a été contre le régime poutinien, surtout à cause des horreurs des guerres de Tchétchénie. C'était sa première guerre. Moi, en tant que journaliste, j'ai essayé de raconter cette guerre. Vous savez,
Il y a eu des crimes de masse qui ont été commis contre les civils. Pendant toutes ces années, quand je revenais à Moscou de Tchétchénie, j'avais l'impression d'aller sur une autre planète, entourée de l'intelligentsia russe, des professeurs, des assistants de la Douma, des étudiants. Toutes ces personnes ne faisaient pas beaucoup attention à ce qui se passait. Il y avait peu de gens qui parlaient ouvertement des horreurs des crimes commis en Tchétchénie. Il y a eu peu de gens qui ont critiqué cette guerre, alors qu'à l'époque, on pouvait critiquer cette guerre sans beaucoup risquer. Très peu de gens ont applaudi Natasha Estimirova ou Anna Politkovskaya avant qu'elles ne soient pas assassinées. Comme Sacha Tcherkassov a dit hier, quand est-ce que tout a commencé à aller mal en Russie? Peut-être dès le début. Mais c'est sûr que tout allait mal dès les débuts de la règne de Poutine. Je termine mon propos. J'aimerais juste dire que tous les pays ont un passé sombre à un moment de l'histoire. Mais donc, il faut réunir les efforts pour regarder ce passé sombre en face. Et ça peut être un passé qui n'est pas très lointain. Il faut regarder, se rendre compte des choix que nous avons faits et des choix que nous n'avons pas faits. Mais on peut dire avec certitude, il est difficile de penser à un avenir meilleur sans regarder dans le passé. Donc, j'ai la question suivante. Pourquoi vous ne vous êtes pas prononcé contre le régime poutinien avant? Comment est-ce qu'on peut s'expliquer que les gens, des intellectuels, des gens intelligents, ont permis de construire cette dictature, qu'ils ont permis de faire instaurer ce système qui continue, qui mène la guerre aujourd'hui, le régime qui a mené tant de guerres pendant des années. Et ces personnes bien éduquées, les personnes bien élevées, n'ont pas réagi à temps, n'ont pas réagi au moment où c'était beaucoup plus simple à réagir. J'ai une amie proche, elle est russe. Il y a 7 ans, elle a émigré de la Russie, elle a 42 ans. Après, le 24 février 2022, nous nous sommes appelés, elle pleurait et elle me disait, pendant toutes ces années, nous ne voulions pas prêter attention à la politique. On s'occupait de nos propres vies, de notre carrière. Nous nous tâchions de gagner de l'argent. On regarde ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé avec les élites de la Russie. Peut-être c'est un travail pour les historiens. Mais si l'on regarde ce travail de près aujourd'hui, ça peut nous aider à trouver une solution. Ça peut aider les autres, dans d'autres coins du monde, de mieux comprendre comment fonctionne une dictature qui mène une guerre, et de réfléchir à des moyens pour le prévenir. Merci beaucoup pour votre patience. Donc, notre discussion commence maintenant. Elle est importante et elle est même nécessaire. Je remercie tous nos intervenants. Donc, je suis votre modératrice, mais je vais parler français. Nous avons 1 heure donc, pour notre discussion. Donc, vous avez tous vos casques, vous pouvez les mettre. Donc, je commence avec la question suivante. Donc, c'est une question compliquée, mais difficile et facile à la fois. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous tous, comment est-ce que vous voyez cette période de transition, ces 100 jours après Poutine, dans votre avis? Quelle est votre compréhension de cette idée? Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais commencer avec quelques commentaires en ce qui concerne cette introduction. Pour moi,
la beauté de cet événement, c'est qu'il y a un document dont nous parlons, dont nous discutons, et nous pouvons être d'accord ou partiellement d'accord avec cette proposition. Nous pouvons introduire nos propres propositions et pas uniquement étudier ces vastes possibilités que nous n'avons pas pu saisir ou parler des biographies des personnes présentes ici et de nos amis ou de nos ennemis. Un autre commentaire qui va peut-être chagriner notre public, mais je vais quand même le dire en tant que politologue. Oui, c'est très attirant de déclarer un lien direct entre les changements politiques au sein de la Russie et les événements sur le front. Je comprends que oui, on a vraiment envie de dire que uniquement la défaite militaire peut mener au changement de régime. Mais l'histoire politique connaît de nombreux exemples où les autocrates ont perdu les guerres, mais en fait n'ont pas perdu leur pouvoir. Il y a eu aussi des cas où les autocrates ont perdu le pouvoir suite à des complots, suite à des conséquences naturelles, suite à d'autres conditions, sans aucune défaite militaire, ou au moins sans défaite militaire dans une forme visuelle et visible auquel nous sommes habitués après le XXe siècle et notamment 1945. Donc ça, c'est un exemple dramatique qui attire notre attention par son envergure. Donc c'est pour ça que nous pensons que c'est comme ça qu'il se passe une défaite. C'est ça la défaite, c'est ça la victoire. Et donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Mais beaucoup plus souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, la fin des guerres, c'est quasiment rien. C'est une expérience d'erreur et plus on commet de fautes, plus c'est difficile de garder le pouvoir, puisque le public se rend compte du fait que le chef n'est plus si utile comme il l'était auparavant. Donc non, ce n'est pas un châtiment divin, ce n'est pas la colère de la société. Non, ce n'est pas souvent la nature des changements dans la société. Et si on se rend compte du caractère politique et pas moral de ce qui se passe, malgré le fait que ça soit des catégories liées, c'est pour ça qu'il faut avoir des documents prêts et préparés. Je suis d'accord avec Grigory. Donc quand le jour J vient, ce n'est pas l'aube d'une nouvelle vie, c'est plutôt une petite fenêtre, un interstice de possibilités. Et c'est un interstice qui nous échappe, c'est la fenêtre qui se ferme. Et les élites se réunissent. Après un problème, après une situation compliquée, ils essayent de rattraper le pouvoir. Et oui, bien sûr, on peut essayer de négocier, on peut proposer quelque chose. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps et 100 jours, c'est un bon terme. Il faut avoir ce terme en tête pour se rendre compte des limites temporelles. Et il faut absolument utiliser ce temps précieux qui peut nous échapper et qui ne sera pas de retour. Et donc, oui, il faut avoir un projet de constitution qui serait déjà prêt. Puisque si on ne le prépare pas, c'est les gens qui, pendant le régime précédent, avaient déjà un projet de constitution, avaient déjà un projet de fonctionnement. Après 1945, il y a eu une partie de l'appareil de l'État, y compris parmi les nazis, qui n'a pas changé. Nous savons que certaines personnes ont dû rester sur leur place et garder leur poste. Ça, c'est l'histoire d'une défaite complète militaire. Je ne pense pas qu'on s'attend à ce que ça soit pareil dans notre cas. Ce n'est pas tout à fait comparable. Pour retourner aux documents, pour moi, la question que j'aimerais poser et auquel moi je n'ai pas de réponse, c'est les élections préliminaires. Et donc,
Pourquoi est-ce que vous, Grégory, parlez de la défaite complète et de la décomposition complète du système judiciaire russe? Ça, c'est vrai. Avant l'année 2020, nous pouvions encore dire que oui, ici, on peut faire un peu de travaux, et ici, on peut changer des fenêtres, mais en fait, les bases sont déjà posées. Après les changements de 2020 et d'autres changements qui s'en sont suivis, nous pouvons dire que oui, les nouvelles élections de président qui pourraient être proclamées n'est pas une belle perspective. Donc moi, j'aimerais poser cette question à mes collègues, mais je doute que le poste de président russe puisse exister, puisque les pouvoirs qui lui sont attribués au titre de la composition actuelle est de trop. Il ne faut pas avoir une telle concentration de pouvoir. Est-ce qu'il faut être d'accord avec cette approche? Est-ce qu'on peut dire que s'il s'agit des négociations politiques? Donc oui, d'accord, on tourne la page et on choisit un bon, joli nouveau président. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un bon président aujourd'hui si on se base sur la constitution d'aujourd'hui. Donc ici, je peux faire référence aux paroles de Grigory Golosov, un politologue éminent, qui disait qu'il ne faut pas se fier à cette perspective des élections préliminaires, parce que vous avez toujours la même législation, vous avez toujours les mêmes collectivités électorales, les mêmes commissions électorales, les mêmes personnes, les mêmes travailleurs à l'école, les mêmes travailleurs des services sociaux, donc qui vont se plier à ce qu'on leur dit. Donc le système se base sur le principe de faire ce qu'on nous dit de faire. Donc pour prévenir ce processus de concentration de pouvoir, il faut avoir un parlement multifractionnel, donc à plusieurs niveaux. Même si on pourrait se dire que ce type d'institution peut empêcher la rapidité de changement. J'ai beaucoup aimé l'idée que tous les personnes ici présentes ont fait leur carrière à l'époque de Poutine. Donc oui, si on parle de l'époque avant Poutine, il faut trouver des gens qui ont plus de 75 ans. Ça peut être intéressant, mais un peu compliqué du point de vue logistique. Donc, du point de vue de notre histoire politique, nous avons déjà dit, nous avons déjà prononcé les réformes, nous avons déjà dit que les réformes étaient impopulaires. Donc, pourquoi est-ce que les réformes ont été menées si elles n'étaient pas populaires auprès de la population, hein? Ça ne veut pas dire qu'il fallait le mener. Donc, bien sûr, il faut. Nous avons déjà vu cette situation. On a essayé d'améliorer la vie de la population sans que la population ne le cherche. Donc, voilà, je viens de vous exprimer mes doutes. Katerina. Je trouve intéressant la difficulté de revenir sur les années Poutine, mais je m'en tiens à ce commentaire-là. Je trouve très intéressante cette difficulté. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire sur le plan 100 jours après Poutine? Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question qui est importante, mais qui n'est pas facile à répondre, puisque cette période de 100 jours, en tant que programme constitutionnel, il est lancé automatiquement. Cette période est lancée et il est très compliqué de modifier cette période. Donc les auteurs de la Constitution, je pense, supposaient que cette période ne serait pas changée. Donc ces élections doivent avoir lieu 3 mois après la fin anticipée du mandat du président actuel. Mais ce scénario de base, on peut le modifier. On peut modifier la Constitution et
pour cela, il faut effectivement modifier les chapitres qui ont déjà été modifiés plusieurs fois, et en 2020 pour la dernière fois. Et cela a été fait sans appeler une assemblée constitutionnelle. Euh, mais nous considérons que à cette étape-là, on ne peut pas ne pas avoir d'élection. Donc, peu importe le successeur de Poutine, même un antidémocratique ne peut pas se permettre cela. Même si on imagine quelqu'un qui n'a aucune valeur démocratique, comme ça peut se passer en Asie centrale. Il y a quand même des élections qui sont organisées lors du changement du pouvoir. Donc, pour nous, l'alternative aux élections présidentielles, ça pourrait être des élections à un parlement, un Douma d'État, ou alors un organe extraordinaire, par exemple une assemblée constitutionnelle. Donc, nous avons étudié cette possibilité et sur cette base, nous avons justement préparé un projet de loi sur l'élection à l'Assemblée constitutionnelle. Donc, comment on peut remplacer la présidentielle par une élection à l'Assemblée constitutionnelle? C'est pas facile. Effectivement, il faut euh, apporter quelques modifications à la législation. Donc, moi, je vais être très prudent en prononçant le mot qui est souvent associé au passé sombre, donc l'état d'urgence. Je pense que c'est la seule façon légale de mener justement ces élections qui ne sont pas prévues par la loi et pour modifier justement cette période qui est prévue par la loi. Et donc, pour cette réforme constitutionnelle, il faut effectivement avoir une assemblée constitutionnelle qui doit être réunie dans une période assez courte, dans le cadre d'un état d'urgence. Et donc, tout d'abord, il faut éliminer les conséquences les plus graves immédiates de l'usurpation du pouvoir actuel. Donc, tout d'abord, il s'agit bien sûr de l'interdiction à un certain groupe de personnes de participer à la vie politique. Et pour cela, justement, il faut modifier cette loi électorale pour les élections à l'Assemblée constitutionnelle. Et dans ce cas-là, l'Assemblée constitutionnelle va se pencher sur un projet d'une nouvelle constitution, et notamment sur l'équilibre entre les différents organes du pouvoir. Et peut-être que les élections présidentielles seront supprimées ou alors le rôle du président sera changé. Voilà ma réponse assez brève. Так, меня слышно, да? Я бы сначала хотел сказать Donc, tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots de remerciement aux auteurs du projet. Moi, je l'ai lu et effectivement, il faut mener ce travail parce que je vais quand même critiquer un certain nombre de points, mais c'est un travail très important et je suis d'accord avec Ekaterina pour dire qu'il faut considérer cette période de transition qui peut être très brève et très courte, où la société peut essayer de modifier quelque chose, de faire bouger les lignes. Donc, ce sera une période assez unique où il faudra faire le maximum de choses, parce que ce sera une fenêtre de possibilités unique. Et de mon point de vue, si nous regardons cela de cette manière, il faut renoncer à deux choses au minimum. Donc, par exemple, dans ce projet-là, vous proposez, dans le projet que j'ai lu, vous dites que la démocratie est égale aux élections. Et donc là, on dit que la démocratie égale élection.
Et il y a des différentes possibilités, peut-être différentes élections, mais ensuite vous parlez quasiment uniquement des élections. Donc moi je pense que cette optique-là, il faut renoncer à cette optique-là, et je suis assez surpris de voir que cette optique reste d'actualité. Et deuxième point, par rapport à ce que vous avez dit sur l'état de droit, effectivement, c'est un outil idéologique qui est utilisé par Poutine, par son régime, et nous entendons ces mots depuis les années 90, et c'est un impasse qui nous limite en fait, qui limite les possibilités de la société civile russe, et pas seulement. Et en fait, ça limite en fait les possibilités de modification que nous pourrions apporter. Donc, de mon point de vue, effectivement, il faut parler pas seulement des élections, il faut parler des scénarios possibles, et il y a des scénarios qui ne se basent pas uniquement sur les élections. Donc, en ce qui concerne cet agenda, il faut parler aussi d'autres points importants. Donc, moi, par exemple, dans ce paquet de propositions, j'ai été content de voir quelque chose dans effectivement la partie qui parle de dédommagement, restitution, des choses qui doivent être corrigées. Donc effectivement, il y a toute une liste de personnes, par exemple, qui ont été limogées pour des raisons, pas pour les bonnes raisons, disons. Donc effectivement, c'est très bien de penser à cela, parce que récemment j'ai lu un autre document, un autre projet qui propose des perspectives pour le maintien de la paix, etc. Mais dans ce document-là, d'un autre groupe d'auteurs, je n'ai pas vu le mot syndicat, je n'ai pas vu le mot des droits de travailleurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important. Grégory, vous avez dit aussi, vous avez parlé de 4 mois, si je ne me trompe pas, quand en 91-92, on avait la possibilité de faire bouger les choses, et c'est ces réformes de choc qui ont refermé cette fenêtre de possibilité. Et je voudrais vous rappeler ici que, donc comment ces réformes ont été lancées. Ce ne sont pas juste des personnes qui ont perdu leur légitimité pour mener ces réformes. Ces réformes-là ont tué, en fait, cet élan qu'on a vu naître dans les années 80 pour la participation politique, pour une participation citoyenne, et qui était un facteur très important pour les changements qui étaient possibles à l'époque. Et cet élan, en fait, ce qui a beaucoup changé la situation, effectivement, c'était les droits des travailleurs. Et il ne faut bien sûr pas idéaliser l'État soviétique, et nous sommes tous d'accord ici pour condamner la terreur de l'État soviétique, mais il faut quand même dire qu'il y avait une certaine sécurité de l'emploi, et pouvoir travailler pendant 40 heures par semaine et avoir des loisirs par ailleurs. Donc tout cela a mené à certaines conséquences dans des domaines divers et variés. Donc, c'était des organisations, par exemple, qui ont été créées, et il y avait une réalité économique derrière tout cela. Donc, ce qu'a fait le régime de Poutine dès le début, et il faut le comprendre, les toutes premières mesures, c'était les lois sur les syndicats, et c'était des lois qui ont été adoptées pour empêcher un mouvement fort de travailleurs en Russie, pour empêcher les personnes de défendre leurs droits sur leur lieu de travail. Et sans cela, il n'y a pas de politique de masse avec une participation de masse possible. Donc moi, avec mes collègues syndicalistes et ceux qui travaillent sur les recherches, dans la recherche sur les syndicats, on dit qu'on ne sait pas ce qui se passait
on ne sait pas ce qui se passe avec les sociétés étrangères ou transnationales qui travaillent en Russie. Donc, ces sociétés ont cessé d'augmenter les salaires, même sous pression des salariés, et c'était souvent des sociétés où c'était plus simple d'organiser un syndicat que d'avoir des augmentations de salaire. Et cela ne se produisait quasiment jamais. Et mes collègues expliquent cela par le fait que c'était une mesure nécessaire pour préparer le terrain à la guerre, pour que les personnes soient contraintes d'aller au front, contraintes de tuer, d'être tuées pour avoir des revenus considérables. Donc, cela doit faire partie aussi des projets qui sont en train d'être développés aujourd'hui, et c'est très important de prendre en compte les droits des travailleurs, parce que sans cela, il n'y a pas de démocratisation réelle possible. Donc, je pense que si on ne fait pas ça, on ne parlera que des élections et on risque d'oublier des choses très importantes. Donc, de mon point de vue, et d'ailleurs, c'est pour cela aussi que je participe à cette discussion ce soir, parce que j'aimerais rappeler que il est très important aujourd'hui de parler de ce sujet-là, de le prendre en compte dans ces projets de loi, dans ces projets, parce que c'est un des sujets les plus fondamentaux. Merci. Je vais poser une question à Grigory. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'introduire une dimension plus sociale et axée sur les droits sociaux et la liberté des syndicats, par exemple? Deuxième question qui est différente. Sauf si je me trompe, je n'ai pas vu l'idée de lustration dans votre projet. Si? Ok. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire comment éviter les écueils, les difficultés qui ont pu surgir dans d'autres cas de lustration? Да, спасибо большое, спасибо всем, кто высказался. Merci à toutes ceux et toutes celles qui ont parlé. Merci à Mikhail pour ses remarques. Je voulais vous dire, effectivement, sur la partie qui concerne les droits sociaux, je voulais dire que je suis d'accord, tout à fait, avec l'idée qu'il ne faut oublier personne. La question, c'est de savoir quelles mesures nous pouvons entreprendre dans un premier temps par ce gouvernement traditionnel et d'autres mesures qui peuvent être prises par un nouveau Parlement démocratiquement élu, par exemple. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec ce qu'on peut faire pendant cette période de transition. Et il faut faire ce que ce gouvernement de transition aura la légitimité pour faire. Donc, je pense qu'il y aura des questions pour lesquelles il n'y aura pas de consensus dans la société. Et ça peut être dangereux d'aller dans ces domaines. Donc, pour votre deuxième question, effectivement, c'est ce qui est lié à l'idée de l'état de droit. Donc, quand Mikhail parle de notre idée de la nécessité de se plier au droit ou à la législation, donc effectivement, c'est le droit et c'est la législation. Et pourtant, Vladimir Poutine nous parle tout le temps des lois, qu'il faut respecter ces lois, mais ça l'arrange puisque c'est lui qui fait adopter ces lois. Donc ce sont les lois qui arrangent Vladimir Poutine. Radbruch, il y a 100 ans, écrivait déjà que le droit et la loi, ce n'est pas la même chose. Donc, quand nous parlons de l'état de droit, ce n'est pas la même chose que la législation. Et nous parlons ici de quelque chose de très important.
C'est-à-dire que ces réformes doivent respecter le principe du droit. Il y a trois raisons pourquoi c'est dans nos intérêts. Ça peut être le groupe des auteurs du texte ou la société russe dans son ensemble, ou les Russes libéraux, ou tous les Russes, euh, parce que sans l'état de droit, il n'y a pas de légitimité. Si l'on revient à l'année 93, pour mener ces réformes, on a tiré sur le Parlement. Donc voilà, là, l'état de droit n'a pas été respecté. Et ça, c'était un pas vers l'abîme. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'était une des choses qui nous a amenés là, c'est l'année 93. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si la Russie veut revenir, par exemple, au Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe va examiner comment la Russie met en place ces réformes. Donc, la Russie a été déjà acceptée une fois, pas en étant complètement en accord avec les valeurs du Conseil de l'Europe. Et donc, si nous imaginons une situation où nous menons des réformes par des répressions, nous ne pourrons pas réintégrer le Conseil de l'Europe et la communauté internationale. Et le troisième point, c'est que si nous formulons des propositions, des mécanismes législatifs pour tourner la page de ce passé répressif, il y a une possibilité que ceux qui font partie aujourd'hui de cet appareil répressif aujourd'hui vont essayer de nous empêcher de le faire. Donc, la lustration, souvent, on imagine que nous allons fusiller tout le monde. Mais comment il faut effectivement envisager ce problème? Donc, comment formuler des critères clairs pour cette lustration, qui le concernera, etc. Je pense que c'est important pour qu'il n'y ait pas trop de résistance à cette mesure, à cette politique. Donc, nous ne voyons pas l'illustration comme une mesure non sélective de masse contre tous ceux qui font partie de l'appareil répressif aujourd'hui. Nous parlons uniquement de ceux qui participent à cette terreur d'État aujourd'hui, aux personnes qui ont participé à ces procès contre des militants ou des opposants, à ceux qui ont mené des enquêtes. Et pour ces personnes-là, la conséquence sera uniquement de ne pas pouvoir prendre les mêmes postes pendant 5 ans dans les forces de l'ordre. Donc, notre conception de l'illustration est beaucoup moins large que ce que proposait Galina Starovoitova dans les années 90. Donc, elle proposait un projet beaucoup plus large, de limitation beaucoup plus large, par exemple l'interdiction d'enseigner pour ces personnes-là. Donc, nous pensons qu'il faut être très prudent en ce qui concerne ces mesures et pour défendre la démocratie, justement les réformes. Et c'est ça que nous appelons l'état de droit. Oui, merci beaucoup. Donc, peut-être 2 petits commentaires. En ce qui concerne l'aspect social, je pense qu'effectivement, le régime russe systématiquement empêche la naissance de mouvements syndicaux dans un pays comme le nôtre où la plupart des gens sont désemployés et des employés avec des salaires très bas. Normalement, les syndicats devraient être une force politique très présente et très forte. Et le fait que ça ne soit pas le cas, c'est la conséquence d'une opération spéciale qui dure des dizaines d'années. Donc, je pense que la libération des syndicats et la possibilité pour eux de mener leurs actions, leurs activités, effectivement, ça doit faire partie des modifications des lois sur la société civile, sur l'activité civique dans son ensemble. Donc, effectivement, je pense qu'il faut donner la possibilité de présenter des candidats aux élections sur tous les niveaux à beaucoup plus de personnes et cela leur donnera
la possibilité d'agir et d'avoir l'influence politique adéquate. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec Grégory pour dire que nous ne pouvons pas faire en sorte que ce gouvernement transitionnel garantisse des salaires hauts. Nous ne pouvons effectivement cette pauvreté qui a été créée euh, a rendu ces personnes les a rendues des victimes faciles pour la propagande et cette propagande qui les envoie à la mort contre de l'argent. Ensuite, pour l'illustration, je suis d'accord avec vous. En même temps, peut-être que 5 ans, c'est une période très courte. Le temps passe très vite. Et ce qui m'inquiète aussi, euh, alors je suis content que vos illustrations sont ciblées. Et en même temps, je pense que si vous avez bien travaillé sur ce document et vous avez décrit un système de dédommagement assez large. En même temps, les illustrations sont une conséquence naturelle de cette approche. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui a été détenue arbitrairement, qui a subi des perquisitions, par exemple, une médecin qui a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, euh, automatiquement, ce juge qui a mandaté cette arrestation, cette perquisition, et tous ceux qui ont participé à ce procès, le procureur qui a participé à ces procès, voilà, vous avez déjà les noms des personnes à lustrer. C'est très facile de les retrouver. Donc, vous avez toute cette chaîne, tout ce groupe de personnes qui mènent la terreur d'État. Donc, c'est un groupe assez nombreux, effectivement, si on prend tous les policiers locaux, mais ce n'est pas des millions de personnes non plus. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de réformes structurelles dans les forces de l'ordre. Donc, par exemple, la dispersion ou la dissolution du service fédéral de sécurité, du FSB. Donc, tant que nous ne coupons pas les membres vitaux à cette autorité, il n'y aura pas de changement conséquent. Donc, je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas avoir un président avec autant de pouvoir et on ne peut pas en même temps avoir un organe de sécurité avec tant de pouvoir non plus. Donc, ce deuxième service, très connu, effectivement, eux, ils sont impliqués dans la terreur de l'État, tous. Mais en même temps, il y a aussi des directions de politique étrangère, le service, la police aux frontières, d'autres services. C'est le même OGPU qu'on avait à l'époque. Et dans la première constitution de 24, on avait déjà les pouvoirs énormes qui leur étaient accordés. Donc cela doit être changé. Donc moi, en tant qu'institutionnaliste, je pense que c'est même plus important que des changements personnels. Les personnes, c'est important, et pas uniquement parce que nous voulons punir ceux qui ont commis des crimes, mais c'est pour dissuader aussi d'autres personnes de faire la même chose. C'est absolument nécessaire pour que tout l'appareil de l'État sache qu'il ne faut pas agir de la même manière dans l'avenir. Je réponds juste en 2 mots, c'est justement ce que nous proposons. Nous avons prévu une liquidation totale de la FSB. En même temps, des partis antiterroristes vont être soumis au contrôle des ministères des Affaires intérieures. Aussi, il y aura des services aux frontières. Et ensuite, il y aura des commissions spécialisées et dédiées qui vont trouver ce qu'il faut faire avec les autres services mandatés. Il y a également le service qui s'occupe de la lutte contre l'extrémisme et les services de renseignement.
peut-être regrouper 3 questions et allons-y. Ici et ensuite là. Et je vais progresser par là. Toutes. Ok. Спасибо большое, было очень интересно. Я хотела бы поблагодарить Натали за ее немножко неожиданную вступительную речь, с которой я вполне согласна. И в этом смысле спросить авторов предложенного проекта, который я не читала, а только слышала эту презентацию, о том, Je если n'ai pas там... lu le projet, j'ai juste entendu la présentation. Donc, est-ce qu'il y a une partie qui concerne в этом переходном правительстве la représentation dans ce projet de transition des personnes des régions de la fédération et des peuples qui habitent en Russie, des ethnies qui habitent en Russie, puisque c'est aussi important que le côté socio-économique. Ça m'inquiète beaucoup également. Je pense que leurs voix doivent être entendues. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut être considéré après les élections. Je pense que ça doit faire partie de ce projet. Allons-y, on va regrouper 3 questions. On va regrouper 3 questions et après. Je demande pardon que je n'accepte pas de poser ma question tout de suite parce que c'est absolument de l'autre registre, donc ça serait une confusion. Donc, je préfère que d'abord il y ait une question et réponse et après je vais poser ma question. Bonjour. Allez-y. Oui, moi, je voulais aborder le sujet des médias parce qu'évidemment, si c'est bien d'avoir un vote libre, mais comment on fait pour expliquer à la population qui a été biberonnée à la propagande pendant des dizaines d'années, comment on explique la situation et comment on prépare les gens à avoir un vote éclairé dans ces conditions en 100 jours. Merci. Une 3e question, si vous voulez bien. Et après, chacun choisira la question. Bon, alors, je vais poser ma question. Oui? Allez-y, allez-y. Comme je n'ai pas posé. Я его задам по-русски. Сегодня вы уже сейчас во всей презентации поговорили достаточно много про иллюстрацию политическую, про иллюстрацию государственного терроризма. А что насчет иллюстрации, так сказать, финансовой? Например, фильм Марии Певчих, который вызвал только что столь яростную дискуссию, показывает, что все-таки момент, когда 30 с лишним лет назад вся страна была практически разложена по карманам, кого надо карманам, и это, естественно, воспринимается как очень большая несправедливость социальная. Понятно, что все те, кто замешан политически, они будут иллюстрированы, но все-таки остается очень много чересчур обогатившихся людей, которые сидят более-менее в тени, но Спасибо. для людей понятно, Спасибо. что это Хороший несправедливо. вопрос. Все хорошие вопросы. Отвечайте. Oui, donc vous pouvez répondre comme vous voulez. Я могу начать, да? Donc moi, je peux commencer. Начну с последнего вопроса. Alors, bon, je prends la dernière question. Очень важная вещь. И Bien sûr, c'est quelque chose de très important. и даже шире, чем On peut le voir да, из которых d'un point de vue beaucoup plus ample que la privatisation. C'est la base du régime poutinien. Il est difficile de s'imaginer qu'après ce qui s'est passé dans les années 90 avec le partage de la propriété, ce qui s'est passé dans plusieurs pays dans les années 80 et 90, dans d'autres pays, mais ce qui s'est passé en Russie avec la croissance inédite des inégalités et la formation d'un régime autoritaire qui va protéger ce système inégalitaire, il est difficile de s'imaginer comment on aurait pu s'y opposer. Donc pour moi, cette question, ça peut être lié avec un sujet qui a été mentionné dans la présentation quand Grigory disait que le projet prévoyait une procédure ou une commission qui va prendre en compte les dommages causés pendant la guerre.
Donc, pour quantifier ces dommages, il faut d'abord les quantifier et ensuite, il faut payer les réparations et faire les dédommagements et comprendre qui va payer ce dédommagement. Donc, la question de privatisation et l'attitude peut être considérée plus largement. Ceux qui n'ont pas gagné de l'argent à l'époque du début de l'époque de Poutine, c'était les compagnies internationales, les personnes riches de tous les coins du monde qui aidaient à mettre de l'argent dans les offshore pour les businessmen en utilisant des voies et moyens différents pour faire établir ce régime. Donc, ils sont en quelque sorte responsables pour la guerre. Et donc, il faut comprendre, en voyant cette liste, qui va payer pour le dédommagement après la guerre. Est-ce que ça va être une nouvelle génération des Russes? La génération qui a subi des baisses des salaires, justement à cause du fonctionnement des offshore, ou peut-être ça va être les compagnies et les compagnies transnationales qui ont gagné de l'argent sur le fonctionnement de ce régime poutinien. Donc, il faut bien évidemment faire des analyses, peut-être créer un précédent qui va être important pour tout le monde, pour toute l'humanité. Si vous collaborez à la création d'un régime autoritaire, vous, en tant que compagnie, en tant que personne très riche, c'est vous qui allez payer pour le dédommagement et pour les compensations après la fin des guerres qui ont été menées par ce régime. Et non seulement ceux qui ont gagné de l'argent sur la privatisation non égalitaire dans les années 90. C'est une bonne idée de faire payer les étrangers. Ça me plaît aussi. Mais comment est-ce qu'on peut les trouver? Comment est-ce qu'on peut trouver tous les noms et encore les faire payer? Mais moi, je vais dire quelques mots sur la privatisation inégalitaire. Donc, avant qu'on attende ces 100 jours, je pense que ces décisions seront résolues sans nous. Parce que maintenant, les décisions sur la privatisation sont annulées par le parquet général et je pense qu'avant que ces 100 jours soient écoulés, ces propriétés soient redistribuées sans les ventes aux enchères, sans les présentations aux enchères, sans les tickets, sans les talons, etc. Donc, on va apprendre à vivre avec. Donc oui, pour répondre à votre question qui porte sur les médias. Le programme dans le domaine des médias, chez nous, notre programme, il est plutôt négatif. Donc nous pensons tout d'abord à toutes les structures, tous les instruments négatifs, des limites qu'il faut annuler. C'est une grande liste, un grand paquet des normes législatives, une longue liste des sites web interdits, des amendes imposées pour les infractions en vertu de ces nouvelles lois. Quand on annule toutes ces décisions et on enlève toutes ces limites, cela pourra nourrir la discussion de la société et donner l'accès aux informations. Peut-être la société dans notre pays ne sera pas davantage informée, mais je pense que c'est pas correct de dire que la société russe n'est pas assez préparée puisqu'ils subissent l'influence de la propagande et donc, suite à cela, introduire une longue période pour les empêcher de voter aux élections uniquement pour les éduquer. Je pense que ça ne mènera pas à quelque chose de bien. Le but de ces 100 jours, dans notre point de vue, c'est que les peuples
et les citoyens russes obtiennent une représentation au niveau national. Nous pouvons nous imaginer l'organisation des élections régionales, quand tous les organes représentatifs seront dissous par exemple, une loi spéciale où leur mandat sera réduit et il y aura des élections à la Douma, à l'Assemblée constitutionnelle, mais aussi des élections municipales et les élections régionales. Ça, c'est un scénario quand même radical. Nous ne l'avons pas élaboré dans les détails puisque nous ne le considérons pas comme un scénario très réaliste, même si cela pourrait être une idée constructive. En ce qui concerne les élections régionales dans les organes représentatifs, donc les ethnies russes doivent être représentées dans ces organes pour avoir les possibilités de créer des mouvements civiques ou des partis politiques afin de prendre part dans les élections dans des districts de circonscription uninominale, par exemple, qui sont quand même liés aux élections au niveau fédéral. Donc, mais oui, peut-être on pourrait augmenter la participation. Je me permets d'ajouter quelques mots. En effet, les droits des peuples, des régions de la Russie sont réalisés à travers la possibilité de participer au suffrage. Par exemple, tout d'abord au niveau régional, par la représentation des partis régionaux. Je vous rappelle que maintenant, tous les partis sont fédéraux et il faut avoir des représentations régionales. Donc, si les régions ont droit de créer leur propre parti politique, donc la représentation politique, en revenant à l'idée que j'ai énoncée au début, puisque c'est risqué de commencer par les élections du haut en bas, et par contre, la possibilité qui sera donnée aux gens de faire les élections au niveau local, ce serait mieux. Parce que ça, c'est le rôle de base de la démocratie. Au lieu de choisir le président, dont nous ne comprenons pas tout à fait les pouvoirs, il faut donner aux personnes finalement la possibilité d'élire leur propre maire. Cela sera une réforme très populaire, très attendue. On dirait, par exemple, en regardant ce qui se passe à Yekaterinbourg, que les élections directes des chefs de ville, c'est quelque chose qui est soutenu par la majorité des Russes. La Russie, c'est un pays des villes. En plus, c'est un pays de grandes villes. Quand il y aura des milliers de maires élus par le peuple directement, ça sera un tableau complètement différent. Ça répond aussi à la question de ce qu'on devrait faire avec la population qui a subi la propagande et donc n'est pas assez instruite. Donc peut-être qu'ils ne vont pas aller voter, c'est ce que j'entends dans votre question. Mais il ne faut pas forcer les gens de donner tout le pouvoir, toutes les rênes de pouvoir par un seul suffrage à quelqu'un, à une seule personne. Donc ça contredit l'idée de la rotation électorale et des systèmes d'équilibre politique. Donc d'abord, on peut voter pour les gouverneurs, on peut commencer du bas en haut et pas aller du haut en bas. Donc on peut s'imaginer que dans les régions du sud de la Russie, on pourrait choisir, élire des personnes très traditionnelles, orthodoxes. Et donc le maire de Krasnodar, ce serait quelqu'un qui va appeler à prier 5 fois par jour et ne pas coucher avec quelqu'un avant le mariage. Et alors, et quoi? Bah, ça sera donc le choix dans cette région.
Est-ce que nous avons encore 5 minutes pour 2 ou 3 questions? On y va? Allez. On va prendre 3 questions si vous êtes d'accord et chacun répondra en fonction de son intérêt ou son sujet d'intérêt. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette attitude optimiste de mes collègues. Et je suis très content de voir Mikhail Labanov ici. Donc, les séminaires de gauche ont toujours été représentés dans le mémorial. Et moi, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez envisagé des scénarios catastrophes? Donc, qu'est-ce qui se passera dans ces conditions-là? Ensuite, une question pour Yekaterina. Donc, ici, nous sommes dans un pays où la démocratie est arrivée sur les tanks américains. Et donc, De Gaulle s'est fait un nom là-dessus. Et il s'est basé, disons, il s'est appuyé sur des collaborationnistes d'hier. Donc, comment on peut on peut conjuguer ces deux choses, donc institutionnelle, idéologique. Est-ce qu'on peut les séparer? Est-ce que parce que effectivement, il y avait de la résistance en France, mais de la collaboration aussi. Donc, comment on peut conjuguer cela? Bonsoir, merci beaucoup. Justement, c'est très bien de parler d'un document concret parce que sinon l'opposition russe ne cesse de se battre. Là, c'est très bien d'avoir quelque chose de concret pour discuter de ces questions. Donc, moi, je m'inquiète beaucoup parce que je vois cette violence qui se répand dans la société russe, dans le pays, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent et il y a des personnes qui reviennent de la guerre avec un stress post-traumatique. Et j'ai peur vraiment de penser à qui pourrait empêcher cette violence de se répandre encore plus sur le territoire de notre pays et comment on peut trouver un équilibre entre une réforme des forces de l'ordre et d'empêcher en même temps cette violence de se répandre. Merci beaucoup à tous les intervenants. Moi, j'ai une question qui est liée au fait que Vladimir Poutine a inclus 4 nouvelles, 4 régions de l'Ukraine, ou 5 maintenant. Et qu'est-ce qu'on va en faire du point de vue du droit? Comment nous allons résoudre cette question après la fin de ce régime? Et une autre question qui est liée à celle-ci, si du point de vue du droit, nous permettons de sortir, nous permettons à certaines régions de sortir de la fédération, est-ce que nous devrons accorder la même permission à d'autres régions ou en tout cas de leur accorder plus d'indépendance dans le cadre de la fédération? Merci. Я в интересах времени, наверное, отвечу на то, что, Donc, je vais essayer d'être bref. Donc, je vais prendre la partie qui m'intéresse, qui me plaît le plus. К вопросу Александра Черкасова про аварийный сценарий. Мне кажется, аварийный сценарий в Российской Федерации реализуется сейчас. Он реализуется, он становится все более и более аварийным. Вот сейчас степень аварийности se dérouler aujourd'hui de nos propres yeux. Oui, mais s'il se passe une catastrophe totale. Je pense que de toute façon, nous parlons d'une sortie d'une crise, d'une sortie d'une catastrophe. Donc, nous espérons avoir un certain contrôle sur la façon dont on pourra en sortir. Et je pense que nous regardons ce système qui a complètement perdu la tête. Et même dans l'état de terreur que nous voyons aujourd'hui, ce système a toujours des sortes de limites, des intérêts. Des personnes qui constituent ce système. Par exemple, là, quand on voit cette discussion sur la peine de mort qui pourrait être restaurée,
Donc on voit des intervenants qui défendent cette idée et en même temps la peine de mort n'a jamais été restaurée parce que les représentants de l'appareil étatique comprennent qu'ils pourraient tout à fait être victimes aussi de cette mesure s'ils la restaurent. Donc je pense que le changement de régime, c'est toujours une situation chaotique et effectivement, il faut étudier ou envisager des sortes de limites de contrôle sur certaines parties de ce régime. Donc, par exemple, si d'autres pays occidentaux, par exemple ceux qui ont des actifs russes aujourd'hui, s'ils mettent une condition à la levée des sanctions, par exemple donc, le retour de ces actifs, je pense que ça pourrait être un facteur qui pourrait contrôler cette situation ou en tout cas d'avoir une certaine influence là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors en ce qui concerne les scénarios de catastrophe, je pense que les scénarios de catastrophe ou pas, l'espoir que nous avons, c'est de voir des événements qui n'aboutissent pas ou qui ne se limitent pas en tout cas aux discussions autour des élections présidentielles ou d'autres organes. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de nous préparer à ce moment où cette fenêtre de possibilité s'ouvrira et que beaucoup de personnes soient prêtes à saisir cette opportunité. Donc, en ce qui concerne l'état de droit ou ce qui concerne la participation, bien sûr, c'est quelque chose qui revient à dire, voilà, vous êtes des millions de personnes qui ne comprenaient pas le droit international, ou alors il faudrait mettre des limites artificielles à ce que nous envisageons ou pas. Je pense qu'il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il y a des facteurs de division, par exemple la question d'augmentation de salaire qu'il ne faut pas aborder tout de suite. Je pense que nous pouvons le faire et nous savons quelles mesures il faut prendre et l'opposition peut tout à fait proposer ces mesures après l'ouverture de cette fenêtre de possibilités. Par exemple, une politique beaucoup plus active sur le marché du travail, l'augmentation du salaire de base, du salaire minimum et des réformes qui ont été déjà menées dans d'autres pays sont connues et nous avons des exemples pour nous appuyer dessus. Donc, je pense qu'il ne faut pas décaler ces questions. Il faut les anticiper, il faut travailler dessus tout de suite parce que c'est de cela que ça va dépendre. Est-ce que nous pourrons saisir cette opportunité ou pas? Donc, il faut une action collective et nous devons prendre en compte cette possibilité et l'inclure dans nos programmes. Je voulais essayer de répondre à deux questions. Tout d'abord, la question des collaborationnistes et deuxièmement, la question des réformes des forces de l'ordre et la question de la violence. Donc, en ce qui concerne les collaborationnistes, j'en ai brièvement parlé quand j'ai évoqué la dénazification de l'Allemagne. Effectivement, l'appareil de l'État souvent reste en place et les mêmes personnes continuent à travailler au sein des autorités. Donc, bien sûr, il y aura des personnes qui continueront leur travail dans l'appareil de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la reproduction des mêmes problèmes? Donc, il faut des normes claires et des exemples de ce qui est permis ou pas en termes de comportement. Voilà ce qu'on ne peut plus faire, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Donc la punition ou au contraire l'encouragement du comportement que nous voulons voir. Parce que, croyez-moi, les personnes, la plupart des gens veulent être des bonnes personnes et ils veulent se plier aux règles. Et c'est cela qui peut nous aider parce que
cela va déterminer le fonctionnement du système. Ensuite, en ce qui concerne la réforme des forces de l'ordre, dans les conditions où effectivement la Russie est submergée par des armes, et je pense que nous n'imaginons même pas l'ampleur de ce problème. Nous avons des statistiques du ministère des situations d'urgence, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de crimes que ce que nous rapporte ce ministère, parce qu'effectivement, il y a énormément d'armes sur cette ligne de front qui est très longue aujourd'hui. Et effectivement, il y a du commerce noir d'armes, d'esclaves et stupéfiants qui surgissent. Donc, effectivement, cette réforme qui doit être menée dans les 100 premiers jours, c'est tout d'abord le démantèlement de la police politique. Parce que cette police-là ne lutte pas contre la violence, elle produit cette violence politique. Donc tout d'abord, pour avoir un ordre social, il faut s'appuyer sur des grandes structures contre les petites structures. Donc les grandes structures, nous avons la police et l'armée, et les petites, c'est la FSB et le département A, donc, qui lutte contre l'extrémisme, et ensuite le personnel du FSB au sein du ministère des Affaires intérieures. Donc, nous savons effectivement la situation de la police aujourd'hui, mais il ne faut pas lutter contre ces grosses structures populaires. Il faut bien sûr les réformer. Et effectivement, il y a de la criminalité. Il faut qu'il y ait de la lutte contre la criminalité. Et il faut savoir que la police russe est un sous-effectif aujourd'hui en ce qui concerne les affaires locales. Donc, statistiquement, on a beaucoup de policiers par tête d'habitants, mais donc on a plus de policiers qu'en Chine, qu'aux États-Unis, mais ils sont concentrés sur les niveaux plus hauts de l'hiérarchie de la structure. Et ce qu'on a besoin d'avoir, c'est plus de policiers locaux. Ce sont eux qui luttent contre la criminalité sur le terrain. Et cette police politique, c'est cela qu'il faut démanteler parce que nous n'avons pas du tout besoin de cela. Et si cet appareil-là est démantelé, on pourra déjà respirer beaucoup plus librement. Et en même temps, le terrorisme n'aura pas plus d'ampleur que cela, parce que nous parlons ici des articles effectivement de répression politique, mais il y a des articles contre l'extrémisme et le terrorisme qui sont aujourd'hui utilisés à des fins de répression politique. Donc il y a aujourd'hui des personnes qui sont jugées pour apologie de terrorisme alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont même rien dit, et ce sont ces articles-là aussi qu'il faudra annuler dans notre code pénal, parce qu'il y a par exemple des articles sur la trahison, la haute trahison qui ont été introduits, qui ont été élargis. Il y a beaucoup de conditions qui ont été rajoutées et c'est maintenant quelque chose qui peut être interprété de manière très large. Donc là, il faudra vraiment travailler là-dessus. Et là, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, on peut le faire assez rapidement dans les 100 premiers jours. Et cela n'aboutira pas à plus de criminalité. Bon, personne ne veut prendre la parole pour un sujet aussi compliqué. Effectivement, c'est un sujet qui a été criminalisé énormément, donc on réfléchit toujours à deux fois avant de l'évoquer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette annexion, effectivement, il faudra en faire quelque chose, mais je pense que ça pourra faire partie d'une nouvelle constitution. Et là, je pense que ce sera à l'Assemblée constitutionnelle de prendre la décision. Mais c'est une autre histoire et personne, à part les Ukrainiens eux-mêmes, qui ne veulent pas en aucun cas annexer des régions russes à l'Ukraine, bien sûr. Donc,
Et ce n'est pas comparable à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est une question interne que le peuple russe devra étudier et résoudre par ses représentants élus démocratiquement. Est-ce que nous avons 5 minutes? Une dernière question vraiment pressante, peut-être au fond de la salle. Une ou deux questions, mais très brèves. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. Je suis Olga Prokopieva, je représente Russie Liberté, l'association. Je n'ai pas vraiment été satisfaite par la réponse sur la question des régions annexées. Il y a déjà la déclaration du Berlin où c'est le premier point qui est mentionné, que tous les territoires annexés doivent être remis à l'Ukraine. Donc moi, je n'ai pas encore lu votre document. J'aimerais savoir où est-ce que je pourrais le procurer pour le lire. Et deuxième question, très importante, comme nous sommes en France, quel est le rôle de la France qu'elle devrait jouer, ou l'Occident, l'Union européenne, pendant ces 100 jours? Donc vous avez parlé de la levée des sanctions, et je pense que c'est trop peu, parce que sans un accompagnement des réformes en Russie de la part de la communauté internationale, je pense que ce serait très difficile que ça aboutisse à quelque chose. Et donc les conditions que l'Occident posera pour la levée des sanctions, je pense qu'elles seront très importantes. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces questions. En ce qui concerne le premier point, je pense que c'est très clair pour nous tous ici, ce sont des territoires de l'Ukraine, et bien sûr qu'ils doivent être retournés à l'Ukraine. Comment ça pourrait être fait du point de vue de la procédure? Je pense que ça sera réglé par un accord entre la Russie et l'Ukraine. Donc il faudra parler bien sûr de des modalités de ce retour, mais en tout cas ce sont des territoires ukrainiens, ils restent ukrainiens, et il faut juste savoir comment les retourner. Donc ensuite il y a des questions bien sûr de citoyenneté, de propriété, etc. Il faudra résoudre ces questions tôt ou tard. Donc la Namibie, par exemple, a été occupée pendant longtemps, ou d'autres territoires ont été occupés, mais un jour ou l'autre, c'est réglé par un accord entre les pays. Donc effectivement, il y a des questions juridiques, et la seule limite juridique que nous avons aujourd'hui, c'est cette constitution qui a été amendée en 2020 et qui interdit aux fonctionnaires russes de mener ces négociations sur un retour d'un territoire. Oui, sur la démarcation ou la délimitation des frontières. Moi, j'ai une réponse beaucoup plus simple. Je dirais que ces amendements ne sont pas légitimes juridiquement. Donc, si vous vous rappelez de cette procédure, la Constitution a été amendée d'après une procédure qui est anticonstitutionnelle, qui est contraire à l'article 136. Donc je pense que nous pouvons faire comme si ces amendements n'existaient pas du tout. Peut-être un dernier mot sur le rôle des pays occidentaux et de la France. Ça me gêne un peu de le dire ici, mais je pense qu'il faudra dire à ce moment-là que la Russie est la bienvenue en Europe sous certaines conditions. Oui, je pense que c'est très bizarre pour nous de dire aux dirigeants occidentaux comment se comporter. Ils doivent se comporter conformément à leurs intérêts. Ils veulent avoir des voisins paisibles
prévisibles et à cause desquelles il ne faut pas prendre des mesures exceptionnelles économiques pour réarmer ces pays. Donc je pense que c'est surtout cela et je pense que les pouvoirs européens prendront les mesures nécessaires. Oui, mais la question portait surtout sur le rôle potentiel dans la transition en Russie pour que cette transition se passe bien. Donc voilà, en partant de ces intérêts très clairs, le rôle doit être le suivant. Afin que la Russie ne soit pas une telle menace, une telle source de problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Du point de vue politique, des études politiques, l'isolationnisme et l'autoritarisme vont ensemble. L'isolation mène à la consolidation du pouvoir autoritaire dans le pays isolé. Donc, même si on est très tenté par l'idée d'instaurer les portes et un cloison et se cacher derrière, à un moment donné, ce cloison va tomber et donc la voie d'isolement, c'est la voie d'un régime autoritaire. Voilà, c'est tout ce que je sais et je ne vais pas donner de conseils aux autres. Moi, je prêterai surtout attention à ce que nous vivons ce traumatisme de guerre. Pour nous, dans notre vie, c'est quelque chose de sans précédent, c'est un traumatisme très important. Comme c'est une situation inédite, il faut avoir une décision inédite. Ce qui se passe en Russie maintenant, ce qui s'est passé déjà en Russie, ce qui va encore se passer, c'est en grande partie déterminé par les processus à l'international. Et donc la voie que la Russie prendra à l'avenir est en grande partie déterminée par ces processus internationaux. Donc, la meilleure chose qui peut être faite par les pays occidentaux, du point de vue stratégique, c'est de trouver une solution qui permettra aux tendances qui sont à la base du régime poutinien, donc la vulnérabilité de la population, des travailleurs, ces tendances qui sont basées sur une politique des impôts qui est injuste, sur d'autres problèmes qui mènent à ce qu'il y a un petit clan de riches et en même temps énormément de gens pauvres, afin que la solution pour la société soit trouvée. Il faut trouver un moyen de surmonter cette structure et ces inégalités. Et ça va bien évidemment influencer la Russie. Donc, comment est-ce que les pays occidentaux peuvent agir dans cette situation? Non seulement comment ils devraient agir, mais aussi voir dans la Russie d'aujourd'hui ne pas leur passé, mais aussi leur avenir. De voir que les tendances qui sont manifestées dans cette guerre se manifestent un peu en Europe aussi, et que la précarisation de la société est une menace pour la société, pour les démocraties et pour les potentiels conflits armés. Quand il y a dizaines de milliers de personnes qui ne trouvent pas d'emploi et qui n'ont pas de quoi vivre et de quoi nourrir la famille, ça, c'est quelque chose qui peut nourrir les problèmes et mener à des conflits militaires. Pour répondre à votre question, vous avez dit un mot accompagnement. Comment est-ce que l'Occident devrait accompagner les réformes en Russie? Je ne pense pas que c'est un mot qui convient bien ici. Dans la position de transition après l'époque poutinienne, la société russe n'aura pas besoin d'être accompagnée dans ses réformes. La Russie d'aujourd'hui, c'est un pays qui a de l'argent pour faire cette transition, qui a de l'argent pour mener des réformes. C'est un pays qui, pendant une trentaine d'années après la chute de l'Union soviétique, a vu
apparaître une société civile qui a des compétences, qui, même si elle est en exil aujourd'hui, a beaucoup d'expérience, a une expérience de soutenir la population, de mener des réformes. Donc oui, nous avons cette expérience. Du point de vue social, du point de vue politique, il y a des politiciens au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau municipal. Donc la question, c'est ce que l'Occident devrait demander de la Russie. Et l'Occident doit se rendre compte de la profondeur des réformes qui sont nécessaires pour la Russie. Cette dernière année, j'ai passé aux États-Unis et j'ai compris que la justice traditionnelle, c'est quelque chose de très important. Personne ne comprend pourquoi il faut des lustrations en Russie, pourquoi il faut mener des changements structurels pour réformer l'État, pour, pour dissoudre les forces de l'ordre qui sont en place en ce moment. Donc, sans cette idée, euh, nous ne pourrons pas avancer. Merci beaucoup pour votre attention. Nous terminons maintenant notre transmission en direct. Nous terminons notre débat sur les 100 jours après Poutine. Je vous remercie pour votre attention.